Aujourd'hui, je suis en chantier transitionnel, c'est-à-dire absolument pas un chantier qui me permet de déverser mon affection, mais je suis en chantier dans l'espoir d'une vie meilleure et un peu transitoire, c'est-à-dire que je range en espérant rendre l'environnement vivable en attendant la suite du chantier, c'est dire le désespoir. On va parler sans aucune transition de l'autre chantier qui a déjà été évoqué sur cette chaîne, on va parler grossesse, on va parler PMA. Alors parce que je suis en chantier, je vais me mettre de la crème sur les mains. C'est ma cousine qui m'a offert cette très bonne crème, mais un peu odorante. Toulousaine, crème main réparatrice à l'huile de pastel protectrice. Crème de pastel, c'est toulousain. Moi, j'ai jamais été à Toulouse. Enfin, une fois pour prendre l'avion quand j'étais en quatrième. C'est une très bonne crème. Donc là, ça tombe bien parce que franchement, il y a tellement de poussière ici. En fait, c'est la poussière du mur. Là, c'est moi qui ai retapé les murs cet été. Que, en fait, absolument tout l'appartement est empoussiéré et je savais qu'il n'était pas possible de le nettoyer dans les temps ni que ce serait utile. C'est-à-dire qu'en fait, je gère le temps avant de gérer les choses et donc là, j'ai quand même des espoirs d'amélioration bientôt et donc je dépoussière des choses au point que mes mains brûlent. Je vous parle pas d'à quel point je peux tousser, éternuer, allergie, etc. Donc c'est une vidéo pause de chantier, littéralement de chantier. Alors, ouais, je suis donc enceinte de bientôt 7 mois, si c'est quelques mois, 6 mois et demi, et je vais essayer d'être pas trop personnelle, mais d'expliquer ce qu'on peut avoir besoin de savoir, parce que c'est quelque chose qui est très important de comprendre ce qu'a fait la PMA pour toutes il y a quelques années, mais je vais le faire en point, malgré tout évidemment, en point témoignage, c'est-à-dire que moi je travaille absolument pas dans un centre de fertilité, j'avoue j'ai pas révisé avant de tourner, enfin donc bon voilà, mais un témoignage impersonnel, enfin essayer d'expliquer un peu ce à quoi je m'attendais pas, ce que ça joue avec le féminisme, ces questions-là. Bon, donc la loi PMA pour toutes, c'est-à-dire qui n'est pas pour toutes parce qu'elle n'inclut pas tellement les personnes grosses et discrimine beaucoup les personnes trans, voire complètement. La PMA dite pour toutes, c'est en fait ouverte aux couples de lesbiennes et de femmes célibataires, ce qui a été une avancée majeure, c'est-à-dire qu'on pu accéder notamment au don du sperme mais aussi au parcours de fertilité des personnes qui en étaient exclues parce que ces parcours étaient réservés aux couples hétérosexuels et qui avaient donc des problèmes de stérilité dits biologiques par rapport à des problèmes de stérilité sociale auxquels peuvent s'ajouter des problèmes de stérilité dites biologiques. Bon, moi, cette conclusion, enfin cette espèce de social biologique, bon, mais enfin biologique, si on considère que le couple hétérosexuel est biologique, il ne l'est pas. Le couple n'est pas une institution biologique, c'est une institution sociale. On peut très bien considérer que le gangbang serait plus biologique et plus fécond, par exemple, hein, si on veut aller par là. Bon, en tout cas, on était dans ces normes-là. Et on a eu quelque chose qui est vraiment de l'ordre, effectivement, moi je suis d'accord, d'un élargissement considérable au moment Et pour moi, c'est plus important que la question du mariage, en fait. Celle de l'accès à la PMA, c'est-à-dire notamment au don de gamètes, et notamment de sperme, et pas uniquement. En France, on n'a pas le droit de faire autant de choses que dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, moi c'est pas un truc qui m'a concernée, donc je ne le connais pas tellement, on n'a pas de loi sur les processus de fécondation repas, donc où on va avoir un échange donc de gamètes biologiques qui vont essayer de permettre de représenter biologiquement, par exemple, de femmes cis, mais les combinaisons sont plus variables. Ça, je crois qu'on peut le faire en Espagne, mais bon, comme je ne suis pas concernée, j'y suis pas. Concrètement, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à avoir plutôt envie d'être enceinte et pas du tout d'avoir d'enfants. Ce qui peut aller ensemble, mais enfin, c'est quand même pas le plus courant de se dire on fait des enfants pour les donner. Et mais c'était pas une envie qui me tenaillait énormément, quoi. Et alors je vais confirmer, franchement je déteste être enceinte. Donc ça c'est voilà. Et quelque chose s'est produit qui, parce qu'en fait ça a été matériellement possible, a provoqué chez moi pas exactement ce qu'on appelle rapidement un désir d'enfant, mais chez moi ça n'a jamais été un désir d'enfant. C'est d'un seul coup dans ma famille, on peut dire d'une manière très quotidienne et entre nous, ça m'a pris comme une envie de chier, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, tiens,
faut que je fasse un bob. Alors, c'est plus ou moins compréhensible ou machin, etc. Pour moi, c'est pas de l'ordre du désir, c'est de l'ordre de l'évidence, fallait le faire. Mais, et en fait, ça s'est fait au moment où cette évidence est apparue en visitant des appartements. Voilà. Donc, elle a été d'un côté profondément liée au deuil et aussi à la métamorphose qui va suivre le deuil. Et aux conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire que mon niveau de vie a changé, très concrètement. Et c'est aussi à ce moment-là où, professionnellement, des choses se sont dessinées, qui n'étaient pas certaines du tout, mais où, voilà, où en tout cas je me suis engagée dans une voie. Ça c'était donc vers 23, 22, 23. Voilà, j'ai vissé des apparts en 22, quoi, en fait, sur l'hiver, la rentrée 22, etc., au début de mon postdoc. Donc il y a eu un moment où, après l'année au lycée, voilà, là, je me suis mise à visser des appartements, et en vissant des appartements, sur le coup, je me suis dit, mais je le mets où? En me disant, c'est qui le... Voilà, puisque c'était donc pas un mec, etc. Donc moi, pour moi, il se trouve que ce sont des choses qui ont été conjointes avec la fin de l'hétérosexualité, liées à des événements personnels qui regardent personne sur cette chaîne, et le coming in, puis le coming out lesbien. Mais ça n'a pas amené un désir d'enfant dans un couple lesbien, où je vais trouver la mère de mes enfants, où on va coparentaliser, ou des choses comme ça. Et je suis un cas qui n'est pas forcément si particulier que ça, en tout cas statistiquement on n'est pas particulière du tout, mais qui est très mal compris de célibataire volontaire et de PMA solo volontaire, c'est-à-dire que moi j'ai jamais voulu un enfant en couple et donc étant une pauvre fille n'arrivant pas à être en couple, je me rabats sur une parentalité solo. C'est un peu comme ça qu'on l'imagine, ou pire, elle a été abandonnée la pauvre. Faut dire, elle est pas facile, hein. Voilà, c'est quand même pas une marrante, hein. Bon, voilà. Vous voyez tous les trucs, les hommes, hein, vous savez, les abandons, hein, voilà. Non, moi je voulais pas d'homme dans ma vie, mais je voulais pas de femme non plus, pour élever un enfant. Et en fait, j'ai complètement dissocié vie amoureuse et vie familiale, vie procréative, à un point où je me demande en fait si ça va se ressocier à un moment. Et en fait, j'ai quand même concrètement mis ma vie amoureuse de côté depuis quelques temps. Pas complètement, mais c'est clairement pas au premier plan. Et ça, c'est... Bon, c'est aussi... il y a un moment, mes journées, comme celles de tout le monde, ne font que 24 heures. Et quand on considère que je mène à peu près plusieurs vies en une seule, je suis contente d'avoir encore des marges de manœuvre. Mais, bon, voilà, là, il y a quelque chose qui s'est pas fait, mais qui a été rendu possible en dissociant, donc, vie familiale, amoureuse et validation amoureuse. Ça c'est très important, c'est-à-dire que c'était des pensées qui avaient pu me traverser quand j'étais dans des couples hétéros, etc. En draguant des meufs. Alors j'ai pas été longuement en couple avec des femmes, donc là les questions se sont pas posées, mais là, les questions, sont pas posées. C'est-à-dire que je me rappelle d'une nana où on se draguait et puis qui ne supportait pas, en fait, ou qui était assez virulente sur le projet d'être seule, en disant mais non, mais il faut être deux. Et genre, moi, ça tombe bien, je cherche quelqu'un. Et j'étais là, mais en fait, je me disais d'un côté, les mecs, ils veulent pas les enfants, dans le cliché, et donc les meufs, elles veulent m'engrosser. Bon, mais enfin, panique à bord. Bon, mais ça, après, c'est des questions qui sont vraiment extrêmement perso, mais pour moi, ça a été très, très clairement distinct, ce qui m'a permis de complètement distinguer ce qui avait été le désir d'une validation par le désir d'enfant, une validation amoureuse, du désir, ou de ce que moi j'appelle plutôt une évidence d'enfant, parce que je ressens pas de désir d'enfant, je ressens la nécessité de faire des choses, je dirais certainement pas d'un point de vue instinctuel, parce que je pense qu'il n'y a strictement rien d'instinctif là-dedans, notamment quand c'est lié par exemple au fait de visiter des appartements, enfin je sais pas, c'est pas une habitude de la fourmi, ou je sais pas moi, du rat, tiens je visite un appartement, donc bim je me reproduis, quoi, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est aligné, qui a rendu la chose possible, alors même que pour moi c'était quelque chose qui était soit absent, soit carrément répulsif. Et donc, il y avait pu avoir des pensées d'enfant en mode « j'aimerais que cette personne ait envie d'un enfant de moi pour me prouver son amour », mais qui n'était pas du désir d'enfant. Et ça, c'est très compliqué à dissocier, mais en revanche, je pense que c'est très important de le dissocier. Donc pour moi, ça, c'était quelque chose qui a été finalement très clair.
Et cette clarté m'a aussi aiguillée. Et donc, bah, voilà, en fait, j'ai visité beaucoup d'appartements avant de trouver le mien, puisque j'en ai donc visité, je crois, 56. Mais voilà, quand j'ai su que j'allais arriver chez moi, bah, en fait, une semaine après, j'étais inscrite en PMA. Donc c'était, mais ça a été, donc moi de temps en temps j'entends, oh tu as dû y réfléchir longtemps, surtout que c'est difficile. Bah non, en fait non, j'ai pas réfléchi longtemps. Concrètement, très concrètement, entre l'idée et la réalisation, il s'est passé 2-3 mois. Mais l'idée formulée. Voilà. Et ça a été lié au fait que, pour moi, là, la conversion a été très rapide, que, bah, passé 35 ans, on encourage très vivement d'aller directement essayer plutôt que de congeler les ovocytes. Alors, parce que l'horloge biologique, en fait, elle démarre pas à 35 ans, ça démarre avant, mais c'est vrai qu'à partir de 25 ans, vous avez une baisse de fertilité. Le problème, c'est que c'est une moyenne, donc on ne sait pas si elle va vous concerner ou pas. Enfin, si vous avez des ovocytes, etc. Et bah, en fait, et puis déjà, si vous n'avez pas de problème quelconque atteignant la fécondité. Parce que ça, il y a plein de façons de ne pas pouvoir faire d'enfants. Et alors qu'on en veut. Et c'est des parcours qui peuvent être compliqués, mais il y en a encore plus, en fait, plus on avance. C'est ça que ça veut dire exactement. Mais ça ne veut pas dire que ça devient impossible. Non. Mais ça va devenir objectivement plus difficile et des parcours qui vont souvent être plus durs. Et ça, je vais quand même aussi un peu expliquer comment se passe ce parcours. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, puis bon, on le sait, quand je prends des décisions, en général, elles peuvent prendre du temps, des fois pas, mais elles sont en général assez fermes. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de tellement velléitaire, plutôt d'assez résolu. Mais j'ai pas réfléchi longtemps sur comment je vais faire ci, etc., puisque c'était une évidence. Donc, j'en ai un peu parlé en famille, parce que c'est quand même mieux d'en parler en famille si on a une famille, mais enfin, on a aussi le droit de ne pas avoir de famille, et justement, on est en train de la mettre en place. J'ai un peu regardé, franchement, assez vite fait, parce que moi, j'avais pas non plus envie de trop savoir en amont, et puis, je rappelle, j'étais en postdoc, et en fait, à ce moment-là, moi, j'écrivais des familles du style. Donc, au moment donc, où je visitais et où j'ai commencé à m'inscrire, donc je me suis pas posé des masses de questions, quoi. Et en fait, entre le moment où je me suis inscrite, c'est-à-dire le 6 janvier 23, et mon premier rendez-vous, je crois que mon premier rendez-vous, c'était le 3 septembre 23. Et ça, je le savais. Il y avait déjà 6 mois d'attente. Donc, à partir de là, en fait, parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'au manque de place, au manque de personnel, au manque de gamètes, enfin, ça bouchonne à toutes les étapes. Donc, moi, ma décision a été très simple. C'est une inscription coûte rien. Voilà. Mais je vais m'inscrire parce qu'en fait, on parle de consentement médical. Donc si à un moment je veux pas, ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc c'est la médecine, c'est-à-dire que vous entrez dans un processus, vous avez le droit d'arrêter à chaque étape. On ne vous demandera pas si vous arrêtez. Voilà. Mais par contre, vous avez le droit d'arrêter à chaque étape. Et ça, je pense que c'est très important. Donc s'il y a eu une réflexion, elle a été dans ce temps-là d'attente. Et donc, voilà, moi j'ai continué à vivre ma vie, à y penser, mais à y penser tranquillement comme une chose qui se mettait en place. Et en fait, cette temporalité m'allait bien. Et j'ai déjà parlé de temporalité la semaine dernière, on comprend bien. Donc, boum, clac, je lance un nouveau rail ou une nouvelle corde, etc. Les choses vont se tresser, se hâter, etc. et venir en leur temps. La question de la temporalité de la PMA, c'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire pour faire un enfant dans les 3 mois, c'est raté. Voilà. Ça marchera pas, et ça va être douloureux d'attendre. Et voilà, finalement, je n'ai pas eu de douleur d'attente à ce niveau-là, parce que je me suis inscrite parce que je savais que c'était long, et que j'avais un peu anticipé cette temporalité, tout en disant bien à ma famille, donc il y avait ce projet-là, mais que je me réservais le droit d'arrêter à n'importe quel moment. Ce qui paraît peut-être contre-intuitif, mais moi, ce qui m'a paru très bien pour savoir ce que je voulais, en fait. Et pour bien dire, voilà, peut-être que là, ce que je ressens, je vais plus le ressentir. Donc dans ce cas-là, j'arrête. Ah, ça a été vraiment... Et voilà, je dirais pas que je conseillerais cette attitude-là à qui que ce soit, mais en tout cas, moi, ça a été quelque chose de très rassurant pour moi, et ça m'a permis de confirmer mon désir ou cette évidence, etc.,
au fur et à mesure. Donc j'ai déménagé, publié mon bouquin, machin, etc., vécu ma vie. Je l'ai pas dit tout de suite aux proches, proches, je pense, aux copains, etc. J'ai fini par le dire à plus de monde. Et en fait, il y a aussi un moment où vous allez commencer à avoir les examens. Alors je sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés les examens. Donc sur ce laps de temps, dans ces 6 mois, on m'a déjà... on m'a rappelé au bout de quelques semaines, là je sais plus les délais. Et à ce moment-là, on m'a renvoyé vers ma gynéco et avec boum, clac, des courriers à remplir et la batterie des tests de fertilité. Et ça, c'est pas drôle, mais c'est obligatoire. Et pour avoir échangé sur ce sujet-là avec une camarade concernée, qu'évidemment je ne vais pas nommer, c'est des processus qui sont très douloureux et qui sont d'autant plus douloureux que ils remettent en question la fertilité qu'on peut avoir ou pas ou machin. Alors, on nous demande tout le temps si on a déjà été enceinte, c'est-à-dire si on a déjà eu un enfant, ou une IVG ou une fausse couche. Parce que c'est aussi être enceint ou enceinte. Moi, dans mon cas, a priori, je ne le sais pas, ou en tout cas, je ne sais rien de manière sûre. Donc, on fait absolument tous les tests, mais globalement, on fait de toute façon tous les tests parce que votre situation a pu changer. Voilà. Donc, c'est une information, mais c'est la médecine. La médecine, c'est un processus, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas dans un processus pour avoir un don de sperme ou de gamètes, vous êtes dans un processus de stérilité. Voilà. Et où exactement? Alors, eux, ils disent pas de stérilité, ils vont dire, mais de centre de reproduction. Et le modèle de ça, c'est la stérilité. Donc en fait, quand on arrive en tant que célibataire ou qu'on n'a pas pu essayer de manière hétéro-classique, c'est un peu choquant parce qu'en fait, on se rend pas compte que les gens qui débarquent à côté, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils essaient sans y arriver. Et que donc, ils sont en train d'arriver avec déjà ce bagage-là. Alors moi, je suis arrivée vraiment beaucoup plus naïve sur ça. Mais c'est très important de le savoir. Et en fait, vous vous en rendez compte très vite parce que vous faites les mêmes tests et les gens réagissent à ça. Alors par exemple, sur un dosage hormonal, parce que là par contre, si vous n'aimez pas les piqûres et que c'est un problème, il faut le savoir très très vite, parce que vous allez avoir beaucoup de prises de sang. Sur un dosage hormonal, puis avec d'autres choses, moi j'y vais, je regarde les moyennes, ça rentre pas. Une question pouvait être... moi je vous rappelle la réaction d'une secrétaire médicale qui était très gentille, mais qui était très déplacée, avait été oh là là madame, mais vous inquiétez pas, des fois, moi c'était pareil avec mon mari, on n'y pense pas, et puis ça vient tout seul, hein, mais voilà, on essaie, mais courage, hein, c'est dur, hein, parce que, en fait, c'est extrêmement dur la question de biologiquement réussir ou pas réussir à faire des enfants, avoir accès ou non à ces processus. Je vous rappelle, tout le monde n'y a pas accès, et c'est un scandale. Et voilà, et puis on peut se lancer dans les processus et arrêter, et que ça marche pas. Parce que c'est quand même très dur. Donc PMA, c'est procréation médicalement assistée. Moi, j'ai tendance à dire PMA pour le don de gamètes avec des procédures qui vont être plus ou moins naturelles et à différencier ça de la FIV. Mais en fait, PMA, c'est le mot parapluie pour toutes les procréations médicalement assistées, qui inclut notamment la FIV avec la fécondation in vitro, qui n'est pas celle de première intention quand on arrive comme ça, mais si vous êtes dans un couple hétéro, etc., là, moi, je ne connais pas le processus pour ça, mais que vous êtes déjà dans un processus de stérilité, on ne va pas forcément passer par juste l'insémination, quoi. Voilà. Et ça, c'est très important de bien l'avoir en tête, parce qu'en fait, ça va dépendre des causes de stérilité, en fait, la réponse qui est apportée, de difficultés, et on sait qu'il peut y avoir aussi des stérilités de couple, c'est-à-dire que le couple ne va pas être compatible biologiquement, mais où personne n'a un problème de fertilité majeur en soi, mais voilà, il y en a un qui est un peu lent, l'autre un peu gourmand, machin, etc. Enfin, je raconte des conneries, là, mais c'est il y a plein de façons de ne pas y arriver, quoi, comme dit. Donc, voilà, quand on arrive, comme je l'ai fait, voilà, ça a été dans la plus pure innocence de « je sais pas si j'ai déjà été enceinte, mais je pense pas ». J'ai passé une grande partie de ma vie sous pilule. Non, clairement, je passe pas des samedis soirs à essayer de tomber enceinte.
par des inconnus, ce que je veux, c'est le médical. Donc, et pourquoi je voulais le médical? Parce que ça, c'est aussi une question. Il y a aussi des prises de position qui disent « Ah oui, mais les lesbiennes, elles ont qu'à s'arranger avec des potes, machin, etc. » Alors, moi, j'ai aucune envie de m'arranger avec des potes, une seringue, machin, etc. Parce que ce que je voulais justement, c'était une autonomie assez radicale. C'est-à-dire, je ne voulais pas partager la coparentalité parce que je voulais pouvoir disparaître de la vie des gens avec qui je relationne. Et que ces gens disparaissent de ma vie, ce que ne permet pas la parentalité normalement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une option assez radicale sur la vie amoureuse, mais alors voilà, moi c'était pas une peur de l'abandon, c'était de moi pouvoir abandonner. Enfin, voilà, dissocier ça complètement pour pas me retrouver dans une situation de dépendance juridique, affective, etc., à plein de niveaux. Donc pour moi, le fait de bricoler avec des copains, enfin, je suis désolée, mais enfin, là, je l'avais évoqué avec une proche qui est sage-femme, en disant, bah, enfin non, moi je veux le processus médical, où en plus il y a un peu de test, machin, etc. Il m'avait dit, mais tu fais bien, parce que peut-être que le copain, il est très arrangeant, mais et qui peut être très sincère, machin, mais ça peut être ses parents qui sont pas d'accord avec ça, qui viennent te faire chier, qui demandent un droit de visite, machin, etc. Moi, j'avais aucune envie de gérer ce genre de truc. Donc, ça sert aussi à ça, en fait. En plus des tests médicaux, machin, de compatibilité, etc. Donc, pour moi, le côté de on va bricoler dans un coin, machin, etc., n'était pas envisageable, parce que ça, pour moi, ce sont plutôt des processus de coparentalité. Qui sont, je trouve, très intéressants, mais qui n'étaient pas mon truc, du tout. Voilà. Donc ça va se passer différemment. Et effectivement, si on fait ça avec des copains, machin, etc., et des extractions manuelles à domicile, pas forcément d'ailleurs réciproque, hein, on peut essayer plus de fois. Donc on n'est pas, enfin on passe pas forcément par ces processus série d'examen, etc. Et donc la secrétaire médicale, voilà, qui m'avait dit « Oh oui, attention madame », etc. Donc là, ça fait partie des choses qui m'ont permis de voir à quel point c'est difficile pour beaucoup de monde, en plus des amis proches qui ont traversé ces parcours, et pas forcément jusqu'au moment d'avoir un enfant, mais parfois jusqu'au moment de comprendre que le désir d'enfant, il s'érode aussi dans ces parcours. Hein. Voilà, ou l'envie d'enfant, etc. Et que parfois, enfin, ce sont des parcours qui sont extrêmement difficiles. Et quand les choses ne viennent pas, on a aussi le droit de vivre autrement. Voilà. Et ça, c'est très très important. Et moi, j'y suis vraiment allée en me disant, on avance et à chaque étape, je vois. Voilà. Et donc, voilà, là, j'avais répondu à la secrétaire médicale, parce que bon, par contre, moi, si ça tombe comme ça, de tomber enceinte, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous entends, mais pour tout vous avouer, je n'ai vraiment pas le temps d'organiser une religion cette année. Hein. Elle avait compris, elle s'était excusée. Mais en fait, voilà, ça, il faut le savoir, sur la fertilité et les enfants, tout le monde a un avis. Donc, je déteste ça, mais c'est comme ça. Donc, voilà, il va y avoir un peu tout ça. Globalement, dans les centres dans les centres de procréation, donc dans les AMP, dans les PMA, les centres de fécondité, donc moi je suis dans un grand centre de fécondité parisien. Alors moi je n'aurais pas eu l'idée d'aller en Belgique ou en Espagne, par exemple. Alors même que je travaillais pour Bruxelles, machin, etc. Je sais pas si ça n'avait pas été possible, si l'envie aurait été là, et là, je pense que non. Je pense que pour moi, c'est l'alignement de tout est possible, que tout s'aligner en rendant la chose possible qui a permis le fait que j'y aille, en gros. Ce qui n'est pas du tout évident. Et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur à plein de niveaux qui vont faire d'autres choix. Ça, c'est... Mais je pense que c'est important de le dire ainsi. Et donc, voilà. Puis bon, moi, mes examens, il se trouve que mes examens ont montré que tout était normal. Alors, il y a toujours un petit commentaire qui fait peur, machin, etc. Mais voilà, les choses se passent. Vous avez aussi des entretiens psy obligatoires qui sont très désagréables. Alors là, je pense que ça dépend de sur qui on tombe. Mais pour moi, ça a vraiment été très désagréable. Et très déplacé, vraiment. Bon. Assistante sociale obligatoire, ça m'a permis de vérifier 2-3 trucs avec la Sécu, vu qu'en plus, moi, j'étais sur plusieurs pays. Je trouve
pas mal que ce soit obligatoire, mais quand même très questionnant. Un papier notarié obligatoire pour renoncer à l'héritage de ce côté-là et que moi, la place père soit pas occupée par le premier Pékin qui vient. Alors moi, j'étais terrorisée par l'idée que, en fait, apparemment, c'est une fake news, mais ça, je veux bien des confirmations ou non, cette question-là. Mais j'avais entendu qu'en France, à peu près que s'il n'y avait pas de nom à la case père de l'état civil de ton gamin, n'importe qui pouvait venir, enfin n'importe quel homme, et remplir cette case. Bon, apparemment c'est quand même un peu plus compliqué, mais en fait on fait quand même un acte notarié pour bloquer ça. Ça coûte une centaine d'euros. Ce qui n'est pas très cher, dès ce qu'il faut quand même sortir. Là, sur tous ces examens, bah, c'est comme d'hab, hein, si vous passez que en tarif sécu, vous attendez. Et si vous passez en plus rapide, bah, vous payez. Voilà. Et vous allez plus vite. Et c'est d'autant plus compliqué que comme vous êtes dans des examens de fertilité, vous êtes contraint par le cycle. Vous avez des trucs que vous faites à jour 3, jour 5, etc. Et donc, bah, c'est quand même compliqué d'avoir les rendez-vous très précis pour ça. Donc, bah, moi, j'ai payé. Voilà. Je suis passée sur du dépassement... pas non plus du complet tarif libre et en traversant Paris, mais voilà, là, ça a dépassé. Et là, j'ai plein de factures d'ailleurs de l'hôpital PMA et pour la suite, où je pense que je peux faire rembourser par la mutuelle, mais qui est un truc que j'ai pas fait, quoi. Voilà. Donc ça, il faut que je parle de mon administratif, mais je l'ai dit, c'est le chantier. Ah. Et voilà, vous avez un examen avec le ou la biologiste. Moi, c'était une femme, c'est-à-dire là, en fait, un examen d'entretien, et parce que est pris en compte ce qui est appelé, me semble-t-il, l'appariement racial. C'est-à-dire que dans le cas d'un couple, on essaie de trouver une ressemblance avec l'autre personne du couple, que le couple soit hétéro ou pas. Et pour les personnes seules, une auto-ressemblance, mais enfin, auto-ressemblance, c'est pas le catalogue, hein. C'est-à-dire, globalement, moi, ils ont gardé blanc, les cheveux marrons, les yeux marrons. Hein. J'ai tenté de passer un peu au vert, voilà, rien du tout. Quelques antécédents médicaux, et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et ce qui est très important de savoir aussi, c'est donc les équipes qui vont chercher à matcher les gamètes, hein, donc les vôtres et puis celles du don. Et vous pouvez avoir plus de dons, etc. si vous passez... moi, je suis allée dans un processus dit naturel, qui est donc pas naturel, mais qui est plus léger. Et en fait, c'est déjà lourd. Mais j'aurais pu ne pas, par exemple, produire d'ovocytes et aussi avoir un don d'ovocytes. Et dans ce cas-là, on m'aurait implanté un embryon, c'est une fille. Oui, donc ça c'est d'autres process, où on serait allé chercher mes embryons pour les féconder en éprouvette, etc. Toutes ces possibilités-là existent. Voilà, moi je me suis retrouvée sur un truc qui est quand même très... elle est toute seule, elle se reproduit pas toute seule, quoi. Donc on part sur une insémination, comme les vaches. Et avec cette question d'appariement, elle est très très vague. L'une des questions peut être, si ça vous suffit pas, il y a un moment vous payez, vous allez ailleurs. Et vous avez le droit de faire venir, vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez faire le choix de faire venir votre sperme des États-Unis, du Canada, de pays qui pratiquent ça. Moi, c'est quelque chose qui me débectait, mais je trouvais... moi, je trouve l'idée de choisir un donneur absolument débectante. Mais ça, c'est mon côté très, très rigoriste, notamment sur la question du don d'organes ou de choses comme ça. Voilà, pour moi, l'anonymat dans ces questions-là est essentiel, vraiment essentiel. Et après, autre question de tout cela, donc mais là, vous le choisissez pas. Et il y a notamment, s'il va venir d'une autre région, on vous demande rapidement quelques antécédents familiaux, votre livret de famille, alors pas mal de paperasse, hein, donc en plus, mais ça, voilà, moi je l'aime bien à chaque fois, mais en fait, il n'y en a plus besoin, mais essayez de tout avoir au premier rendez-vous, parce qu'il manquait des trucs et c'est la galère. Et en fait, il faut quand même pas mal de trucs, quoi. Et ce qui est très important, c'est qu'avec la nouvelle loi bioéthique, donc dite PMA pour toutes, plutôt toutes, et pas toutes, donc,
enfin l'ouverture de la PMA a amené aussi un changement au niveau de la possibilité de lever l'anonymat. Et donc ça, j'ai appris que l'on n'avait pas le choix, alors je pense que c'est pas lié au centre, mais au pays en général, de choisir des gamètes. Alors en fait, les gamètes sont congelés, et vous n'avez pas le choix d'avoir des gamètes antérieures ou postérieures à cette loi. C'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas le choix d'une levée ou non de l'anonymat possible, pas garanti, aux 18 ans. C'est-à-dire que là, et ça c'est eux qui choisissent, et pas en fonction de ce critère-là. Voilà. C'est pas un critère qui est sélectif. Et en revanche, c'est une chose que vous savez après votre tentative, et les tentatives vont être avec le même donneur. Voilà. Il y a plusieurs... alors je sais pas comment ils divisent les choses, etc. Moi j'ai pu voir le labo par la fenêtre, quoi. Et donc aussi c'est le même labo de là où on fait les FIV, hein. Mais c'est une grande pièce avec des paillasses, hein, et des gens avec des masques. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez, et donc vous êtes tenu au courant, mais vous ne choisissez pas. Ce qui est... moi, j'étais très contente de ne pas choisir, parce que je trouvais très paniquant l'idée que quelqu'un puisse arriver dans ma vie dans 18 ans. Mais en même temps, je trouvais aussi que ça privait potentiellement un enfant de quelque chose. Ça n'oblige pas à. C'est si tout le monde a accepté de lever l'anonymat, alors, si le donneur, on va le mettre au masculin, a accepté de lever son anonymat, ce qui n'est pas une obligation, et que l'enfant à ses 18 ans, ou après, veut aller s'enquérir de qui est la personne, il y a une possibilité, c'est tout. Donc, et ça vous choisissez pas. Donc, en fait, le fait de pas choisir, moi je trouve que ça déresponsabilise, et que au moins c'était... c'est une question de moi, voilà. Et donc, vous entrez là-dedans. Alors, vous avez notamment l'hystérosalpingographie, qui est un examen abominable, et qui, partout dans le monde, se fait avec une anesthésie, sauf en France, parce qu'en France, on torture les femmes, et où on vous balance du liquide de contraste dans les trompes. Ça fait vraiment mal, on vous dit de prendre du Spasson. C'est un mensonge, il faut prendre beaucoup plus que ça. Et même dans le cas de trompes pas bouchées, c'est une torture. Et si vous avez les trompes bouchées, et des fois ils essaient de les déboucher au produit, des femmes tombent dans les pommes. Enfin, moi, je vais dire, de tout ça, il y a une fois où j'ai crié, c'est cet examen. C'est horriblement douloureux, même quand tout se passe bien. Et donc, ça permet de vérifier que, voilà, ça passe pas, etc. Au niveau des deux trompes, pour voir ce qui peut débarquer. Il s'est passé un temps d'attente, et parce qu'en fait, après, vous avez les rendez-vous, les machins. Et donc, c'est du process, hein, donc vous commencez, et voilà, on vous met tous les rendez-vous, et à tel rendez-vous, il faut avoir fait ça. Voilà, donc dès le premier rendez-vous, pas mal de choses, et ça va, la biologiste, vous la voyez 2 fois. Hein, voilà. Vous n'allez pas boire des cafés avec, hein, etc., etc. Donc, c'est très... en fait, c'est quand même très très rapide. Ça peut donner une impression déshumanisante, parce que les gens, à chaque fois évidemment, l'assistante sociale n'est pas la biologiste, n'est pas le gynéco, n'est pas le machin, etc. Mais alors le niveau psy, ça a été la même personne, mais je vais dire que ce sont des gens qui remplissent des cases et qui cochent. Et donc là, en fait, quelque chose qui manque bloque le processus. Parce que là, vous avez le droit d'arrêter à tout moment, mais si vous ne faites pas ce qui est demandé, c'est-à-dire si vous ne remplissez donc pas les conditions, ça s'arrête. Et c'est notamment une vraie question sur la question, sur les rendez-vous AS, donc assistante sociale et psy, parce qu'en fait, ce sont aussi des potentielles discriminations qui vont arriver. Gros conseil, ce sont des processus. Vous êtes là pour remplir la case. C'est pas votre thérapie. C'est autre chose. Donc ça, c'est assez questionnant à plein de niveaux, machin, etc., de ce qui peut se passer. Et les questions qui peuvent être posées servent à vérifier que normalement, vous n'êtes pas quelqu'un d'infanticidaire. Voilà, ça sert à ça. Voilà. Et que vous n'allez pas vriller, parce que c'est quand même très remuant. Parce que c'est pas juste la grossesse ou la parentalité qui sont déjà des processus remuants, ça joue en plus sur la stérilité, les examens, et en fait, quand même, le contrôle médical. Voilà. Donc c'est assez dur. Voilà.
tous ces moments-là sont quand même difficiles. Donc moi, j'avais déjà arrêté de fumer, ce qui fait partie des raisons de ma prise de poids. Ça a été très très apprécié à chaque fois par les équipes. Et là, je me rappelle, il y a eu tout un truc ahurissant à un moment, parce qu'en fait, ils ont eu une balance déréglée. Donc moi, je ne savais pas combien je pesais, parce que je n'ai pas de balance chez moi. Mais sauf que sur leur balance, je faisais 15 kilos de trop. Et ils m'ont pas cru. Et là, donc là, c'était le gynéco, c'était pas la psy. Mais et tellement pas cru que ça devenait suspect, parce que ça rentre plus dans la case. Et donc là, en fait, est tombée non seulement la grossophobie, mais surtout la psychophobie. Et à se dire, oh là là, alors moi en plus j'avais mis un pull large que je trouvais hyper sexy, mais qui en fait, à ce niveau-là, donnait plutôt l'impression que je me cachais. Le lendemain, je me suis pesée chez ma mère, j'avais 13 kilos de moins que chez le gynéco en question. Donc il y avait un vrai problème avec la balance. Donc ça, voilà, il y a des choses comme ça qui ont pu être difficiles. Mon conseil sera vraiment celui de Mamie Xanax, de Kekimambu sur Twitter, qui nous manque terriblement. Allez-y en glow up. Allez-y en étant sûr de vous. N'y allez pas, vous n'y allez pas pour poser des questions. Vous y allez parce que vous voulez monter le processus. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc moi, à ce moment-là, on est tombé sur des moments où mes examens étaient ok, mais ça, c'est devenu compliqué. Et donc, j'ai eu des demandes d'attestation de ma propre psy, etc., qui ont été extrêmement compliquées pour moi. Donc, mais en fait, ce même jour, il y a eu un problème sur la balance, mais j'aurais été habillée en Bourges, ça passait mieux. Voilà, clairement. Donc là, c'est de la stratégie médicale. Voilà. Et c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Mais mon conseil va vraiment être... en fait, la question est de savoir pourquoi vous y allez. Est-ce que vous y allez pour papoter ? Est-ce que vous y allez, dans ce cas-là, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un gynéco, d'un service de reproduction pour papoter ? Est-ce que c'est la personne adéquate ? Est-ce que vous y allez pour vous rassurer ou est-ce que vous y allez parce que vous voulez un enfant ? Eux, ils sont là pour faire des bébés. Ils ne sont pas là pour autre chose. Donc si vous arrivez en faisant autre chose, ce qui peut être moi mon cas à certains moments, et là moi je me suis quand même braquée sur cette question de balance, et puis après je me dis attends, c'est pas mon but. Voilà, on nous voit. Et c'est passé. Et ça c'est vraiment un conseil que je vais donner à tout niveau, non seulement au secteur médical, mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'administratif. Ce sont des procédures. Suivez la procédure. Si ça n'est pas dans la procédure, ça ne marche pas. Si vous êtes en dehors de la procédure, il faut trouver un moyen de raccrocher à la procédure. Et ça ne parle pas de vous, ça parle de la procédure. Et la procédure, elle est contrôlante. Mais en fait, si on arrive à comprendre le langage de la procédure qui est « je coche la case », il n'y a pas de problème. Et vos interrogations, vous les gardez pour les copains, la famille et les psys. Et pas à ce niveau-là. Et ça, c'est assez dur. Moi, j'ai eu quelque chose qui a été quand même très important pour moi, c'est-à-dire que on aurait pu commencer à tenter les choses l'année dernière, à tenter. Donc c'est le moment où on se lance. Là, hop, on prépare, et puis à un moment, un jour vous avez un courrier, vous avez attribué quelqu'un. Vous ne savez pas qui, mais vous savez qu'il y a quelque chose pour vous. Et donc là, à partir de là, tout est prêt, quoi. Je ne sais plus si j'ai eu un courrier pour ça, d'ailleurs. Mais il y a eu un moment, en fait, ce qu'ils appellent le rendez-vous final. Alors, il y a un final avec la partie biologique et un final avec la partie gynéco. Et donc, là, en fait, on vous explique après comment ça passe, les tentatives proprement dites. Et les tentatives de ces procédures dites naturelles sont donc pas naturelles. Alors, moi, voilà. Et donc, ce moment-là, moi, j'ai repoussé. J'arrivais pas. Alors, je me suis dit, professionnellement, ça le fait pas, machin. Je suis déçue, j'espérais avoir le CNRS, des auditions MCF, j'ai rien eu. Enfin, j'ai été très très mal l'an dernier. Donc, j'ai repoussé. Et je m'étais dit, on va voir, voilà, comme ça. Donc, on a repris rendez-vous fin août. Et donc, on a commencé en septembre. Et c'est pas en septembre que ça marchait. Mais voilà. Et donc, ces quelques mois, vous pouvez les avoir, mais vous n'aurez pas 3 ans. Parce que, au bout de 3 ans, ces résultats médicaux ne sont plus bons. Voilà. Et c'est d'autant... Là, on parle à des médecins. Donc, les médecins, moi, ils ont vu que les examens, tout était OK. Qu'il fallait que je me stabilise. Au dernier rendez-vous gynéco, j'ai dit, professionnellement, ça va pas mieux, mais je le vis bien mieux. Donc, voilà, on y va. Alors que les choses n'étaient pas faites pour moi, mais ce temps-là m'a permis de
Voilà, de retrouver le sentiment de l'évidence en quelque sorte. Voilà. Mais est-ce que ça marche forcément avec un sentiment d'évidence, machin, etc. Non. Il y a un moment où on y va ou on n'y va pas. Mais est-ce que ça devient le sentiment d'évidence un sentiment de réalité? Pas du tout. Hein. Voilà. Ça, c'est très différent. Mais à ce moment-là, voilà, j'en étais là et je me suis dit, bon, ben voilà, on va faire... on y va. Et ça m'allait bien. Donc fin août, dernier rendez-vous avec le gynéco avant, et là, les ordonnances. Et donc ce qui commence à arriver, c'est les ordonnances pour les injections, les échographies et les bilans hormonaux. Et là, c'est la partie, enfin là, on rentre vraiment dans le dur, c'est-à-dire que les examens, c'est pas drôle, surtout l'hystérosalpingographie, en plus c'est horrible à dire, mais quand vous commencez à aller vers les tentatives, bah, on ne tente pas à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des convocations. En fait, vous écrivez littéralement des mails au CECOS, hein, donc on vous dit, vous écrivez à ça, à ça, machin. C'est hyper compliqué, énorme. Vous écrivez à des gens dont vous ne connaissez pas le nom. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est jamais les mêmes personnes qui vous répondent ou pas, vous savez pas. D'ailleurs, on vous répond pas. Machin, ce que vous avez, c'est une prise de rendez-vous, et donc vous vous démerdez pour être dispo. Hein, parce que c'est là, c'est le... Les horloges biologiques, c'est ça, en fait, c'est ce moment-là. Le reste, c'est du foutage de gueule, hein, de dire, oh là là, quand vous avez 35 ans, ça y est, ça vous attrape. Et puis les mecs, à 40 ans, ils ont envie de baiser des minettes, hein. Non. Voilà, c'est pas ça. Hein. Et ce moment-là, c'est en fait, c'est les moments du cycle. Et votre cycle, vous le connaîtrez comme Jaja, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le moment d'avoir votre petit calendrier, le truc qu'on inscrit, on machin, parce que, en fait, votre date de début de règle, on vous la demande tout le temps. Et tout le monde vous la demande. Et donc là, vous partez sur du dosage hormonal, on fait des prises de sang tout le temps. On n'enlève pas beaucoup de sang, hein. On va juste mesurer le cycle avec ça et des échographies. Et donc, boum, on va au sécos. Tchac, on file son bras, on enlève son futal, enfin on va dans la salle d'attente, hop, on vous appelle, vous enlevez le futal et boum, écho, en dos. Voilà. Et comme ça, on va voir 2 jours, 3 jours, machin, etc. Quel jour de tentative. Et la veille, l'avant-veille, boum, injection dans le bide ou dans la cuisse, c'est vous qui voyez, Dovitrel, hein, pour lancer les hormones. Et à partir de la tentative jusqu'à au moins 15 jours, vous allez bouffer de l'estrogène et vous allez continuer si c'est pas mal. Et donc les 15 premiers jours, vous vous tapez des symptômes de grossesse. Donc avec les seins qui montent, l'envie de gerber aussi, estrogène matin et soir, en ovule. Et donc enfin peut-être qu'il y a des gels, mais moi on m'a filé des ovules. À gros dosage parce que en fait là on pousse le bébé, on pousse la fécondation, voilà, tout pour que l'ovule soit le plus mûr possible. Donc vous avez vos injections donc à peu près J15 des règles, de toute façon ceux qui vous le disent ça sera mieux là, puis donc globalement voilà, vous y allez pour votre prise de sang d'un côté, l'insémination, et un autre jour pour l'insémination. Donc moi j'ai eu des inséminations, des tentatives en même temps, donc le samedi en même temps que les FIV. Donc là on croise du monde, hein, et c'est intéressant. Et donc en fait sur les moments d'insémination de FIV, si vous êtes en couple, hétéro ou pas, c'est obligatoire d'être à 2. Voilà. Là, sur plein de moments comme ça. Sur d'autres moments, c'est que les personnes gestantes, enfin ou gestationnelles ou gestables qui sont là, et souvent on demande au couple de beaucoup être à 2. Franchement, moi ça me paraît ok, hein. Mais là c'est vraiment obligatoire au moment de l'insémination, hein. Vous lâchez votre portefeuille, les machins, les papiers, tout, hein. Vous y allez pas, vous pouvez pas vous échanger au dernier moment, ça c'est pas possible. Et j'ai eu 2 inséminations en labo et une qui a marché en classique, pas au labo, mais qui était plus légère parce qu'en fait en labo, comme pour une fille, vous êtes obligé d'être en tenue de bloc-op. Donc vous n'avez pas le bain de bétadine, mais vous êtes à poil avec la chemise verte, la charlotte et tout, quoi. Donc c'est pas super drôle, quoi. Enfin, moi je l'ai gardé pour faire du chantier, de ma peinture et tout, mais bon. Et puis avec une solidarité un peu étrange, hein, dans les couloirs, dans les salles, dans les vestiaires, etc. Parce que moi c'est ma première, moi ça fait 2 ans, enfin, bon, c'est pas forcément aussi longtemps, mais c'est dur, hein. Et c'est des moments qui peuvent être vraiment très très durs.
Et il y a encore des possibilités avec des anesthésies générales, etc. Mais évidemment, celles-là, je ne les ai pas vues. Donc, mais ça va très vite. Hein. Voilà. Ce qui est long, c'est l'attente, c'est le machin, mais le geste lui-même va très très vite. Et ça peut permettre d'avoir cette chose très rare qui est, ça moi je l'ai eu que sur une des 3 tentatives, mais qui est l'échographie, parce que tout ça se fait sous échographie, de ce moment très précis. Moi j'ai quand même envie de dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de couples qui gardent une photo de leur fécondation dans l'album de famille. Bon, voilà, ça c'est le côté un peu rigolo de cette étrangeté, quand même assez surprenante, quoi. Et donc 15 jours au minimum d'œstrogène, et bah là, soit les règles débarquent, moi les règles ont débarqué avant quand ça n'a pas marché, bah, donc on le sait, alors ils vous disent de quand même garder les œstrogènes, bon, ça fait mal au ventre. Ça fait vraiment mal au ventre, on gonfle, ça fait gonfler les seins. Et donc, en plus, il y a quelque chose qui est très difficile, qui est que vous êtes dans un état physiologique hormonal de grossesse, qui ne dit pas si vous êtes enceinte ou pas. Et ça, c'est assez compliqué sur cette période-là. Comme dans toutes les périodes de gestion, d'attente, etc. C'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et là, moi, c'est des moments où il y a des amis où je n'ai plus pu parler parce que j'avais des questions du « alors, enceinte ?» Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire parce qu'en fait, on se retrouve formellement, on n'est ni enceinte ni pas enceinte. On attend. Et c'est un moment où moi, ce que je n'avais pas du tout anticipé, où un besoin d'intime et une sensation de fragilité énorme se sont abattus sur moi. Parce qu'en fait, c'est déjà physiquement éprouvant. Et ça a été très très radical, ça. Et ça m'a surprise. Voilà. Parce que voilà, j'étais en mode Monty Python, vous sperm socket, je parle toujours aussi mal anglais, etc. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Il y a quand même aussi un moment où, après ça, moi je me suis fait plutôt des bonnes bouffes à la maison, mais je suis restée, j'ai voulu beaucoup de douceur. Souvent j'ai tourné aussi, quand ça pouvait tomber ces jours-là, mais pour avoir des choses voilà, qui me permettaient d'atterrir, parce que, c'est déjà une échographie endovaginale, c'est dur, mais savoir qu'il se passe en plus quelque chose, avoir en plus l'échographie exo, enfin donc en dehors, sur le ventre, c'est quand même beaucoup d'émotions en vrai, et ça coupe le souffle, quoi. Et donc, moi, voilà, il se trouve que que après vous ayez ou non vos règles, vous avez un dosage hormonal obligatoire en ville, donc en labo de ville, et le dosage, il ment pas. Hein. C'est pas la peine de faire le pipi, hein, parce que le pipi, c'est 2-3 jours de retard. Et en fait, moi, il se trouvait que on me dosait le jour où ça devait arriver, ou très très vite, mais avant les tests d'urine. Donc c'est encore autre chose, quoi. Et moi, il se trouve que j'étais persuadée que la fois qui a marché avait pas marché, donc on a 3 tentatives comme ça, et après on passe à des processus plus lourds. Enfin, après on a à nouveau un rendez-vous avec le gynéco, donc moi mon rendez-vous a été pris puis annulé. Mais ça c'est obligatoire et habituel, ce qui fait qu'on peut avoir un rendez-vous très tard qui va être avancé, etc. Enfin, ça c'est hyper compliqué en termes de gestion. Donc il faut réussir à se rendre très disponible, hein. C'est aussi compliqué comme moment, mais c'est un moment où moi j'ai su que j'étais enceinte sans avoir un seul jour de retard. Et quand j'ai été faire ma piqûre, on vous demande votre dernier jour de règles, et j'ai répondu dans 3 heures, très en colère. Bon, donc en fait, j'ai toujours pas eu mes règles, quoi. Donc, voilà, et là, moi, je veux dire, j'ai su le départ de ma grossesse par le dosage hormonal. Ce qui est absolument époustouflant. C'est complètement lunaire, en fait, comme truc. Donc, et en vrai, ça, c'est une expérience qui est quand même très très étonnante, parce que j'avais ces symptômes de grossesse, bon, pas très avancés, hein, à ce niveau-là, ça. Mais en sachant, voilà,
que mon corps n'était plus du tout quelque chose de fiable. Alors, non pas qu'on m'avait appris à faire très confiance à mon corps, puisque moi, en fait, on a passé ma vie à me dire que je stressais pour des trucs, alors que j'avais des vrais problèmes de santé. Pas forcément des trucs graves, mais des choses qui pouvaient se régler, quoi. Qui n'étaient pas psychosomatiques. Et là, alors que j'avais appris à peu près, voir que s'il y a ça, c'est quand même ça, ce qui est un syndrome prémenstruel, machin, etc., ben là, il n'y a plus aucun repère. C'est pas facile. Donc voilà. Et là, on continue les oestrogènes, ce qui fait que on se retrouve, si on est, comme je l'ai été, avec des dosages de base un peu normaux, ben, en surdose hormonale. Et honnêtement, ça fait et c'est tout premier trimestre. Et ça fait un premier trimestre qui est particulièrement fatigant dans le cadre des PMA, machin, etc. Parce qu'on est en surdosage. C'est-à-dire que les symptômes de nausée vont être plus forts, le ventre fait plus mal. Et là, j'ai vraiment senti le moment où j'ai arrêté les oestrogènes de synthèse. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est de synthèse, mais de supplément. Parce qu'en fait, enfin, pas les oestrogènes, la progestérone. Voilà, les oestrogènes, c'est autre chose, mais sur la progestérone, j'ai dit oestrogène aussi tout à l'heure. Mais c'est vraiment. En fait, ça fait comme une super grossesse parce que c'est pour réduire le risque de fausse couche. Qui peut être le problème d'infertilité des couples qui viennent. Ça peut être qu'ils arrivent à faire des bébés difficilement, mais qu'il y a beaucoup de fausses couches, donc voilà, on va aider à tenir, quoi. Et là, moi, dans mon cas, j'étais clairement en surdosage, quoi. Et donc, il y avait plein de trucs qui étaient liés à ce surdosage. Alors, des fringales, des douleurs, vraiment, vraiment mal. Très grande fatigue. Mais vraiment une fatigue en mode ce qu'on appelle asthénie. Donc ça a été vraiment oui, cet automne et le début d'hiver, quoi. J'ai vraiment eu un hiver difficile. Bon, j'ai pas arrêté de le dire sur cette chaîne que c'était difficile. J'ai quand même fait beaucoup de choses à côté de ça, mais je m'endormais à 21h le soir, quoi, sur le canapé. Enfin, en mode épuisement. Voilà. Vraiment épuisée et en plus de tout le travail que je peux abattre comme d'habitude. Et ça s'arrête. Il y a un très léger risque de prééclampsie pour les cas de PMA avec don, parce que la prééclampsie, et ça c'est une maladie de l'accouchement, est une réaction auto-immune, et en fait, comme vous êtes peu en contact avec le sperme du donneur, ben, le fait de l'avoir à ce moment-là peut un peu plus favoriser des prééclampsies. Donc il y a des tests en ce moment, des essais cliniques. Donc moi je suis testée, je ne sais pas si je suis en placebo ou pas, puisque c'est un essai clinique, pour prendre de l'aspirine, mais avec des dosages très bas, pour réduire ce risque léger de prééclampsie. Donc ça, c'est à peu près le déroulement. Et pour le reste, en fait, une fois que vous avez passé le premier trimestre, alors est-ce que c'est à l'écho de datation ou à l'écho du premier trimestre, je ne sais plus, vous changez, vous passez en statut normal. Et donc, c'est plus les mêmes salles d'attente, c'est plus les mêmes couloirs. Il y avait des couloirs où il y avait que des femmes, et là, maintenant, je me trouve avec que des couples. Voilà. Et de couples hétéros. Quand j'attends pour une échographie ou des choses comme ça. C'est pas drôle quand même, hein, sur ma dernière écho, le couple avant moi, ils sont sortis en pleurant, donc je pense que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je vais pas le savoir, mais ça fait mal au cœur. Mais parce que c'est compliqué les grossesses, hein, plein de choses peuvent se passer. Moi je me sens tranquille, sur la grossesse, tout se passe bien, je suis dans les normes. Globalement, dans ma vie en ce moment, tout se passe bien. Enfin, toute la grossesse se passe bien et que la grossesse. Mais c'est en fait ces questions de chantier qui sont vraiment très envahissantes. Mais en fait, bon, les choses se passent plutôt bien. Je voudrais quand même signaler quelque chose. C'est-à-dire que là, maintenant, ma grossesse, le fait qu'elle soit une PMA, ne compte pas beaucoup. Ça va quand même. C'est compliqué sur les rendez-vous ou quoi, parce qu'on dit le couple, ça saoule. Voilà. Ça saoule. Et je vois que j'ai quand même une discrimination à certains moments qui est de partir du principe que je suis forcément une petite chose fragile. Voilà.
Alors ça, c'est à mon avis la misogynie qui se renforce pour toutes les personnes sexisées, comme on dit, au moment d'une grossesse. Euh, mais je le sens particulièrement fort, et avec cette idée de oh la pauvre, vous vous rendez compte à quoi elle en est réduite. Et ça me paraît dingue en fait. Quelqu'un m'avait écrit, ça m'a paru complètement dingue. Oh là là, je t'imaginais absolument pas enceinte, j'en suis soufflée, je t'imaginais pas comme une pauvre petite chose fragile. Alors franchement, vu comme c'est dur d'être enceinte, je comprends pas dans quel monde les femmes sont des pauvres petites choses fragiles. C'est tellement dur. Ah, alors je trouve ça très fatigant, là ça commence à être lourd à porter. Les mouvements sont plutôt cool, voilà, sentir les mouvements. Mais moi globalement je déteste la grossesse. Voilà, ça c'est un peu la surprise. Alors bon, voilà, je suis patiente, je machin, etc. L'horloge biologique c'est le compte à rebours. Mais concrètement, je déteste la grossesse. Voilà. Je regrette pas d'avoir fait tout ça, ça serait encore autre chose, mais c'est un état qui me déplaît. Et ça, c'est une surprise. Voilà. Donc la perte de nausée, ça a été très fort. Après, on m'a dit, tu vas voir, le deuxième trimestre, c'est la lune de miel. Moi, j'ai eu que des emmerdes, j'ai fait que pleurer. Donc en termes de lune de miel, voilà, bon, là, ça a aussi été des emmerdes de chantier, donc ça, c'était pas la faute du bébé, hein, mais enfin, bon, j'ai quand même pris dans la gueule. Euh, le, le, je trouve que c'est un peu compliqué avec les sages-femmes. Elles ne me comprennent pas. Il y en a une qui m'a dit que j'allais passer à côté de ma grossesse. Franchement déplacé. Enfin, il y a des projections, notamment sur le fait d'être seule, qui sont auxquelles voilà, il va falloir s'attendre à ça parce que les gens sont vraiment pas sympas et vraiment pas délicats. Alors, j'ai une voisine, je l'ai dit au tout début, ça se voyait pas, de l'âge de mes grands-mères, qui m'a répondu ah ben moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis bah ça tombe bien, je voulais pas le faire avec vous. Mais depuis, j'arrive plus à lui parler. Ah, je force pas. Hein. Voilà. Elle m'avait déjà un peu gonflé, là c'était réglé quoi. Euh, Moi, je réponds ah, non, monsieur, monsieur. Ah, bah, moi, je fais le choix de la tranquillité, il n'y a pas de monsieur. En général, ça fait rire les gens, ça c'est bien. Je pense. Je pense que tu fais un enfant seul parce que tu as été violée. Faut vraiment aller se faire foutre. C'est tellement déplacé, en fait. Donc, ça, c'est. Bah, non. Non, non, ça se passe pas forcément comme ça. Et quand bien même, c'est d'une violence. Ah, il faut vraiment aller se faire foutre, ça c'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, en fait, vous pouvez pas savoir quelles sont les raisons qui font que. Donc, et même si vous les connaissez, en fait, c'est extrêmement déplacé de catégoriser quelqu'un et de le lui signifier. Parce que vous vous placez dans une position de surplomb en catégorisant. C'est ça le problème, en fait. Et en plus, moi, je suis jamais tombée sur des gens qui avaient raison. Et là, je tombe aussi sur des gens, et pas mal de copines, et ça, c'est vraiment une douleur, hein, qui sont inquiètes. Alors qu'ils sont inquiètes, mais qui sont inquiètes pour ma fin de grossesse. Bah, je veux dire, on verra. Moi, je suis inquiète du fait de pas avoir d'appart. Mais la fin de grossesse, ça va, je suis ok. Mais on va aller voir. Là, maintenant, je vais commencer les cours de préparation, machin, etc. Donc ça c'est plus de la PMA, ça, c'est de la grossesse. Mais qui le sont d'autant plus que seuls, etc. Et qui reprennent en fait les formules de Twitter et des réseaux sociaux qui sont ah là là, plutôt que de faire une visite pour voir le bébé, propose de l'aide. Et ça se transforme en et ça c'est vachement cool et ça peut aider vachement de monde, donc faut vraiment le garder en tête. Et ça se transforme en alors moi je suis à fleur de peau, hein, je suis absolument épuisée. Et en plus, j'ai l'impression qu'on met à mal mon autonomie. Ah oui, on m'a touché le ventre sans me demander. Et ça, je pense que ça va être pire. Mais, euh, mais je sais pas, faut pas, en fait. Déjà, euh, on me l'a fait à Noël, notamment, mais ça m'a fait mal, en fait. J'étais encore sous oestrogène, ça m'a fait mal. Et c'est... Vous savez pas, en fait, ce qu'ont les gens. Ne touchez pas le ventre des gens. Ça ne se fait pas. Voilà,
c'était le... donc ça se transforme en comment tu vas faire quand tu vas pas pouvoir te déplacer. Je suis en plein Paris à 50 mètres d'Amplicard, je pense que ça va aller. Voilà. Et en fait, si j'en suis à un stade où je ne peux pas me déplacer, le problème, il relève des assistantes sociales et d'avoir une auxiliaire de vie, il ne relève pas des copines. Voilà. On n'est plus à ça. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des semaines très dures en postpartum ou quoi, mais une autre question, c'est est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter plusieurs mois à l'avance et d'avoir des réponses pour vous rassurer, vous qui n'êtes pas en train de le vivre. La réponse est vous faites chier, en fait. Une autre personne de ma famille a beaucoup insisté, donc il y a eu une grossesse tardive, pour me dire qu'il fallait que je fasse une amniosynthèse. L'amniosynthèse, on ne la fait pas automatiquement, donc ça c'est notamment pour dépister la trisomie 21. En fait, on vous demande si vous voulez le faire ou pas, parce qu'en vrai, si vous partez du principe que vous n'allez pas faire d'IMG, donc d'interruption médicale de grossesse en cas de trisomie 21, on se fait pas chier à faire les tests. Donc les tests eux-mêmes sont soumis à accord et on va d'abord commencer par calculer la probabilité. Donc moi avec mon âge, il y avait un risque. Mais après, ils prennent les échographies, le machin, l'épaisseur de la nuque, ils appliquent une formule et je crois qu'il y a quand même aussi un petit examen en plus biologique, je ne sais même plus le détail. Et on m'a dit, si on vous appelle, on ira plus loin, si on ne vous appelle pas, bah, tout va bien. Donc n'y pensez pas. Et ça vous tombera peut-être dessus. On m'a jamais appelé. Donc j'ai pas fait d'amniosynthèse. Parce que c'est un examen qui est invasif et dangereux. Bon, et ben cette personne de ma famille n'a pas supporté que je fasse pas l'examen. Et voulait absolument ci, ça, etc. Au point que je finis par dire, mais quel est le but? Tu veux que j'ai un problème avec ma grossesse? C'est ça le but? Je ne m'inquiète pas assez. Parce que là, moi, en fait, je suis en train de te répondre que les médecins, enfin, sachant machin, etc., mais il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi tu veux que j'ai un problème? Ça, c'est vraiment une chose que je trouve très difficile. Et étant à fleur de peau par l'épuisement professionnel, physique, de chantier, etc., c'est vraiment quelque chose que je trouve très déplacé et concrètement insupportable. Donc moi, c'est une raison pour pas voir des gens, en fait. Ça. Un truc... les gens qui me disent ce que je dois ressentir ou de m'inquiéter de quelque chose, etc. Je me suis retrouvée dans une soirée avec une femme que je connaissais pas, donc je ne connais pas le prénom, toujours pas. Alors visiblement, ça commence à se voir. Ah là là, tu es enceinte, j'aurais tellement voulu un troisième. Ok, voilà, ça démarre mal en fait, parce que tu projettes. Et elle a passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup trop de temps, à, quand elle a su que c'était une PMA, ça se sait vite. Et où ton mec? Bah, il n'y en a pas. Enfin, un mec, le côté solo, quoi. À imaginer les difficultés que j'avais et que j'allais encore avoir. Et comment mon gamin allait être discriminé, par exemple. Et il y a un moment, il faut aller se faire foutre aussi. Hein. C'est ahurissant, quoi. Je sais pas, mais... Enfin, c'est quoi, ça? C'est du porno, en fait. C'est comme regarder un film d'horreur. Sauf que vous l'imposez à la personne qui est en face de vous. Je lui ai dit 3 fois d'arrêter. Bon, ben, la 4e, je suis allée au shot, je suis jamais revenue. Voilà, c'est... je suis pas m'énerver, je suis très fière de moi. Mais par contre, je suis pas revenue. Moi, j'appelle ça me protéger. Hein, voilà, il y a quand même des choses de cet ordre-là. Donc voilà, pendant la PMA, on est vraiment fragile. Alors il y a des moments, moi voilà, là, je suis lesbienne, je suis inscrite en PMA solo, tout le monde applaudit, j'adore. Ça fait vraiment du bien, ça m'a vraiment surprise. C'était super. Mais voilà, il y a vraiment des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui n'arrivent pas à être publics. Les déceptions, elles sont réelles. Voilà. La première fois, ça m'a à la fois étonnée et pas étonnée. La deuxième, ça m'a vraiment déçue. La troisième, j'étais sûre d'être déçue alors qu'en fait c'était ok. Enfin, je l'explique pas. Hein. Moi, j'avais peur de la suite. Je me demandais, donc je me disais, je vais aller au rendez-vous avec le gynéco et puis on va voir ce qu'il me dit. Est-ce qu'on refait un cycle de 3 comme ça? Voilà. Et c'est pour ça que c'est très long, parce qu'en fait, vous essayez une fois par mois sur un cycle régulier et standard. Donc c'est... Et chaque tentative, même en truc naturel comme j'ai eu, c'est déjà lourd, en fait. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est à quel point, par exemple, le dosage hormonal... Enfin, moi, je ne l'ai vraiment pas réalisé. Ce que je me suis pris de progestérone m'a vraiment rendu malade. Alors, ça tient, hein, mais c'est...
Donc, je veux dire, j'ai passé 3 mois à avoir envie de vomir tout le temps. J'ai concrètement jamais vomi, mais j'avais envie de vomir tout le temps. C'est pas drôle. Alors après, on m'a dit, oui, mais c'est important de fractionner les repas, etc. Je dis, non, mais moi, je mange, pas de problème. Je veux dire, je suis une ancienne anorexique. Je mange en ayant envie de vomir. Enfin, j'ai appris à manger en ayant envie de vomir. Ça, c'est... Parce que je suis déjà passée par des moments d'anorexie mentale et anorexie, enfin de perte d'appétit et de nausée. Donc ça, je sais faire. C'est pour ça aussi que j'étais une bonne aidante pour mon père pendant les chimios. Parce que ça, c'était un savoir que j'avais. Mais savoir manger en sachant se garder, sans trop vomir. Mais c'était... voilà, ça fait des moments qui sont... C'est quand même très compliqué. Puis vous arrêtez de boire de l'alcool parce que vous savez pas si ça marche ou pas. Mais tout le monde le voit que vous ne buvez pas d'alcool. Alors vous arrivez à filouter assis à machin, à un colloque, à un truc. Moi, dans les bars, bon voilà, quand je pouvais demander le nom de la bière sans alcool, sans dire une bière sans alcool, je le faisais. Il y a des gens qui l'entendent, il y a des gens qui s'en foutent, il y a toutes les possibilités existent. Mais les gens vont souvent beaucoup réagir à ça. Et c'est pas forcément fun en fait, parce que ça... On peut avoir envie d'en parler ou pas, et en fait moi j'ai même été très surprise, et c'est pas évident, parce qu'il y a des gens avec qui ça a en fait été un plaisir d'en parler alors que je n'aurais pas imaginé, et d'autres, c'était horrible. Voilà. Mais on est particulièrement sensible à la fleur de peau. Ça, c'est vraiment un apprentissage, bon, qui m'inquiète aussi pour la suite, vu mon état de fatigue, en fait, mais qui est pas uniquement de la grossesse, hein, comme dit, mais que la grossesse n'arrange pas. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment dures. Et donc, gérer les projections des autres. Alors, voilà, bon, quand la sage-femme m'a demandé, et vous avez qui dans votre entourage, machin, donc moi, il y a des trucs qui sont prévus, d'autres pas, mais j'ai dit de toute façon, mais pendant le deuil, au début du deuil, enfin au début du cancer, avant le deuil, déjà pendant la maladie, il y avait des gens sur lesquels je comptais, dont j'étais sûre, et qui se sont dérobés, qui se sont carapatés immédiatement. Surtout des mecs. Pas uniquement des mecs, mais beaucoup de mecs. Et ça a été des énormes déceptions, ou des confirmations. Voilà. Mais c'est moi, et il y a des gens qui se sont révélés de vraies ressources, parfois qu'à un moment. Mais, enfin, moi je me dis, ben non, enfin, je veux dire, on verra, parce que on va rencontrer des gens, décider machin, mais moi, voilà, j'anticipe, je commence là à anticiper les affaires, les machins, le truc, le chantier, mais voilà, ça se joue pour moi ailleurs. Et en revanche, voilà, je considérais vraiment une grosse capacité organisationnelle, mais pour tout, voilà, c'est juste que c'est plus compliqué et que ça s'ajoute au reste. Et voilà, et puis en termes de... Enfin, je comprends qu'on ait des projections, qu'on ait des questions, etc. On a aussi le droit de les poser à Google. Je n'ai pas envie de dire à ChatGPT, j'aime pas trop ça. Mais bon, pourquoi pas. Après moi, c'est une méconnaissance. C'est la dimension écologique, moi, de ChatGPT qui m'inquiète. Mais les poser peut-être pas à la personne qui est en train de traverser le truc, parce que c'est... ça, on est en train de jouer des choses. Moi, je vois que ça joue des choses en moi que j'ignorais, dont j'ignorais l'existence. Et ça peut être extrêmement violent. Et c'est... Voilà, en fait, il y a quand même aussi un moment... je sais pas, vous n'allez pas d'un seul coup demander aux gens quelle est la couleur de leur glaire ou de leur sel. Voilà, enfin, vous voyez, on parle du corps, quoi. On parle de phénomènes du corps, donc le alors enceinte, quand on est en train d'essayer, là il y en a 2 qui me l'ont fait, j'ai répondu non, je pleure parce que j'ai mes règles. Et qu'il y a du sang partout. Et je fais que pleurer. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, voilà. Mais c'est... Enfin, voilà, ça c'est une question, mais il faut vraiment être con pour poser une question pareille. J'en ai eu 2 des potes qui m'ont fait ça. C'est pas possible de faire ça. Voilà. C'est comme c'est pas possible de se lancer dans un projet d'enfant, même en étant dans un couple, on va dire, hétéro-standard, en disant ça va marcher de suite. Mais il y a tellement de raisons pour que ça marche pas. Voilà.
En fait, il faut le savoir. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit c'est une chance sur 10 ou 11 que ça marche. Alors, à chaque fois, machin, etc., à chaque tentative, mais c'est très peu au-dessus de 35 ans. Mais parce que la fertilité humaine est catastrophique. On n'est pas des lapins, pour de vrai. Voilà. On se reproduit différemment. Le fait qu'on n'ait pas de période de rut, même si on dirait qu'elles sont parfois permanentes chez certains énergumènes, change la donne. La fertilité humaine est extrêmement compliquée et il faut et elle va être de plus en plus compliquée parce qu'elle est dépendante de facteurs évidemment sociaux mais notamment écologiques. Et ça peut être vraiment un vecteur d'énormes souffrances pour les gens. Donc je sais pas, alors après je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup plus qu'on prenne soin d'eux. Moi, pour le coup, on prend pas beaucoup soin de moi, donc c'est pas... ça me fait très bizarre. Surtout quand, en fait, confondez pas votre inquiétude et le soin que vous apportez à quelqu'un. Voilà. Ça va être vraiment important, parce que si, dans ce que vous pensez être du soin ou de l'attention à l'autre, vous amenez de l'inquiétude, bah vous faites chier, en fait. Voilà. Ça sert à rien. Là, moi, en période vraiment dure en ce moment, parce que c'est vraiment un chantier très dur ici, et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot à côté, je suis à un stade où ma situation est tellement compliquée que je ne supporte plus qu'on me fasse des commentaires. Voilà. De temps en temps un encouragement, et si de temps en temps on peut entendre et me dire ouais quand même tu galères, franchement, pas qu'on fasse des caisses, hein, mais ça me suffit. Certainement pas de conseils. Voilà. Là, des conseils de quoi? Voilà. Alors après, ouais, mais c'est vraiment dur. Et puis là, moi, les copines hétéros en couple standard qui veulent me dire, me parler de leur mec, que c'est pas Jojo ou qu'au contraire c'est génial, j'ai même pas envie d'en entendre parler en fait. Ah, peut-être qu'à un moment ça viendra, que je serai blindée, machin, etc. Mais là c'est pas le moment. Non pas que ce soit une souffrance. Quand je suis en salle d'attente, je trouve plutôt les couples dégoûtants. Mais un peu comme Delphi dans le film Je ne suis pas féministe, mais parle de sa mère disant que la famille est une chose un peu répugnante. Voilà. Il y a quelque chose d'assez, je pense, d'assez proche comme ça dans cette défiance. Mais voilà, là, il y a là, alors, il y a un truc qui pour moi change beaucoup, c'est que là, moi, je pense succession. C'est-à-dire que la question n'est pas, je suis pas Bernard Arnault, hein, mais de mémoire du travail et qui s'occupe de cet enfant si je disparais. Ça, c'est des choses qui m'inquiètent. Et ça, c'est une inquiétude qu'on peut avoir en couple, mais à mon avis, elle est plus forte quand on est seul. Et ça, c'est par contre parce que j'ai encore du deuil à gérer. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose de... voilà, savoir... voilà, cette question de la solitude et d'être la personne sur qui on compte obligatoirement, moi ça me va, mais c'est dur. Voilà. Et c'est déjà dur en fait. Donc, bon, voilà. En sachant après des discriminations possibles, machin, etc. Mais bon, voilà, même en étant moi quelqu'un qui cumule des privilèges sociaux, je rêve pas, les filles mères, c'est pas bonne presse. Mais quoi de plus logique pour une féministe que de faire un enfant naturel, puisque biologie n'est pas destin. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage à tout le monde.